Bonjour, bienvenue dans Histoire d'Histoire pour cette deuxième partie sur Godefroy de Bouillon, que nous allons suivre de Bouillon à Constantinople. Pour ceux qui auraient manqué la première partie, vous trouverez le lien dans la description. Donc, en 1080 et 1082, Godefroy n'est pas avec son suzerain, hein, il a d'autres choses à faire, hein, d'autres chats à fouetter. La première année, justement, il défait Thierry de Véluve. C'est un des partisans de Albert de Namur. Donc, il le bat, il le fait prisonnier, il l'enferme, et bah, le prisonnier mourra l'année d'après. Bon, peut-être que le château était un petit peu humide, hein, je sais pas. En 1082, il va établir la paix de Dieu dans le diocèse de Liège, justement à l'initiative d'Henri de Liège, c'est-à-dire on met hors de la guerre les non-combattants. Tous ceux qui ne peuvent pas porter des armes, c'est pas touche. On arrête de leur taper dessus. On interdit aussi du coup les combats à certains moments de l'année. Souvent c'est lié au temps liturgique, hein. Par exemple, ça va être pendant le carême, l'Avent, à Pâques, pendant les grandes fêtes, les dimanches par exemple. Enfin bref, ça c'est un contrat qui est passé entre l'évêque du diocèse et les nobles de la région. Voilà, c'est un espèce de pacte commun où on s'engage à respecter un contrat de ne pas faire la guerre tous les jours. Voilà. Donc, il fait ça, et c'est à ce moment-là, effectivement, que notre ami Thierry de Verdun a remis son fief à Mathilde en lui disant: «Ah, c'est un droit héréditaire, hein», qu'il ne reconnaissait pas à Godefroy, mais pour Mathilde, c'est bon. Avec tout ça, il a quand même quelques soutiens, hein. Il n'est pas tout seul, Godefroy. Il a le soutien du prince-évêque de Liège, qui va pas hésiter à acheter un château, enfin une place forte, avant Albert de Namur, pour la fortifier, faire construire une abbaye aussi. Comme ça coupe un petit peu les lignes de communication d'Albert. Il y a le comte Palatin du Rhin qui fait la même chose. Il fait construire un château, pareil, ça met un petit peu le bazar dans les communications d'Albert. Donc vous voyez que ça devient un petit peu le bazar en Basse-Lotharingie, hein. Albert de Namur, il a quand même été nommé là pour assurer une certaine paix, une certaine justice, une certaine stabilité pour que l'empereur ait des troupes. Pour l'instant, ça marche beaucoup moins bien, hein. Donc Albert perd des points. Et à la fin de l'année donc 1982, c'est là que Godefroy va passer Outremont, il va passer les Alpes pour aller renforcer son suzerain Henri IV en Italie. Donc il va faire participer au siège de Rome en juin 1083. Alors là, ils vont réussir à prendre la moitié de Rome, hein. Ils vont prendre justement toute la rive droite du Tibre. Le pape, lui, pendant ce temps-là, il est réfugié au château Saint-Ange et il attend que l'orage passe. Parce que Mathilde, elle est enfermée à Canossa, elle peut plus bouger, et son allié du sud, les Normands de Sicile, là, Robert Guiscard, lui, il est en train de taper sur les Byzantins. Bon, tout le monde est assez occupé à ce moment-là, hein. Henri a quelques urgences à régler en Germanie, donc il repart, il laisse 400 hommes en garnison. Entre les fièvres, les épidémies, les maladies, et puis bon, la résistance sur place, hein, les 400 hommes, ils vont pas faire long feu. Nouvelle campagne l'année suivante. Et là, bah, c'est bon, hein. Au mois de mars, on a complètement pris Rome, hein. Le 21 mars, hop, on a tout pris. Il reste plus que le château Saint-Ange avec le pape dedans, hein. Donc, il est enfermé, on s'en occupe plus trop. Euh, donc, au rameau, on intronise Clément III, l'antipape, pour qu'il puisse couronner empereur du Saint-Empire, donc Henri IV à Pâques. Voilà. Donc, on se dit, c'est bon, on a transformé l'essai. Euh, le problème, c'est que au mois de mai, justement, Robert Guiscard, il revient. Il vient de s'échauffer contre les Byzantins, il revient, et donc il va, mais ravager Rome, hein. Il va chasser tout le monde. Il va chasser Henri IV, il va chasser Clément III, il va chasser Grégoire VII. Il reste plus personne. Bien sûr, les Romains, ils sont pas très contents, hein, donc comment dire, ils sont assez mitigés vis-à-vis de même de Grégoire VII, hein. On peut dire qu'il a un petit peu perdu en cote de popularité. Donc Henri remonte vers son empire parce qu'il y a une nouvelle révolte en Saxe, et il y a aussi le comte de Luxembourg qui vient de défaire ses armées. Donc, bah, on va dire, il bat en retraite, mais harcelé et bousculé par Mathilde, hein, parce qu'elle le raccompagne jusqu'à la sortie de l'Italie.
Pendant ce temps-là, elle essaye de rassembler des partisans pour justement la réforme de Grégoire VII, etc., contre Henri IV. Mais lui, il arrive justement à récupérer plein de partisans pour l'antipape, hein. Il y a une grande partie du clergé allemand qui se rallie à lui. Et ils vont faire un synode à Mayence en 1085 où les évêques allemands, les prélats allemands vont reconnaître Clément III comme pape légitime. Et en plus, par la même occasion, on confisque les biens de Mathilde qui sont dans les terres d'Empire. Le truc, c'est que juste après, Grégoire VII meurt et on va attendre 1 an avant qu'il ait un successeur, qui ne sera pas un réformateur, qui ne régnera que 2 ans. Il va pas gêner l'empereur. Ce sera Victor II. Donc c'est un peu une trêve, hein. Pendant ce temps-là, on peut se concentrer à nouveau sur les Saxons. euh, et Godefroy, lui, va pouvoir se concentrer sur ses adversaires. Donc, justement, Albert III est drôlement agacé, hein. Il a perdu des points avec l'empereur. Godefroy résiste, on fait une guerre d'escarmouche, ça n'avance à rien, donc il décide carrément d'attaquer Bouillon. Il y va, il fait le siège de Bouillon. Le problème, c'est qu'il rencontre une résistance acharnée, hein, et donc il a d'autres choix que de lever le siège et il demande le jugement de Dieu, c'est-à-dire il demande un duel. En gros, euh, bah, le vainqueur remporterait tout, ou du moins remporterait Bouillon, quoi. Donc, le duel est accepté, hein, on procède au jugement de Dieu. Ça commence à la lance, et puis après, c'est à l'épée, sur un cheval. Donc, duel monté. Et bon, ils s'échangent pendant un moment de nombreux coups d'épée, hein, de taille et d'estoc, hein. On se bat avec des bons coups de torchon, jusqu'à ce que l'épée de Godefroy se casse sur le casque d'Albert de Namur. Aïe. Bon, les autres nobles qui étaient là, bon, ils arrêtent un peu le combat, ils disent à Godefroy: «Bah, c'est bon, hein, maintenant, il y a trop de désavantages, reconnaissez votre défaite et cetera, vous pourriez vous faire mal», Godefroy, il veut rien entendre, il dit: «Ah non, 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 moi je veux pas perdre comme ça, je continue». Albert de Namur, il en a mais ras-le-bol. Du coup, il lui rentre dedans, hein, il le bouscule, on croit qu'il va y passer, mais non. Godefroy se reprend, il prend son tronçon, il en colle un grand coup dans la tempe d'Albert, qui tombe par terre. On le croit mort. En fait, non, il est pas mort, hein. Godefroy descend de cheval, récupère l'épée d'Albert, et il dit: «C'est bon, hein, maintenant, je veux bien arrêter, hein, si vous voulez. On garde les mêmes conditions que tout à l'heure. Même si on dit que je perds, je m'en fiche, hein». Voilà. Donc, on voit le caractère du bonhomme, hein. Il devait être assez doué aux armes, et puis bon, il était prêt à se battre jusqu'au bout finalement pour ce qu'il croyait être à lui. Après, c'est pas pour ça qu'il y a la paix, hein, parce que finalement, on s'est tapé dessus, mais concrètement, il n'y a pas trop d'effet, hein. On va dire que à ce moment-là, Godefroy, qui était connu plutôt comme Godefroy de Boulogne jusqu'à ce moment-là, on va enfin l'appeler Godefroy de Bouillon. Son prestige est vraiment rehaussé, hein, il devient assez célèbre, et il va pouvoir utiliser ça justement pour faire une campagne un petit peu plus ambitieuse contre le reste de ses adversaires. Donc, avant le mois de septembre, il va donc marcher en fait sur l'évêché de Verdun. Il va s'arrêter à Stenay et à Mouzay. Donc, il fortifie Stenay et il va s'en servir de base arrière pour ravager finalement tout l'évêché de Thierry de Verdun, à qui ça ne va pas plaire, et donc il va appeler en renfort Frédéric de Toul et Albert de Namur. Donc tout ce petit monde vient assiéger Stenay. Mais bon, il y a des renforts qui arrivent. Oui, il y a Eustache et Baudouin de Boulogne, le grand frère et le petit frère qui viennent, plus des renforts du marquisat d'Anvers. Donc, il lève le siège, il dégage Godefroy, qui va continuer, hein. Parce qu'au mois de septembre, il y aura un gros affrontement entre les troupes de l'évêché de Verdun et celles de Godefroy. Ce sera très sanglant et il n'y aura pas de vainqueur en fait. C'est genre, il va y avoir une grosse boucherie, on ne sait pas vraiment qui a gagné. Et c'est là que l'évêque de Liège, Henri, dit: ça suffit, hein, on va négocier, on arrête, il y en a marre, ça peut plus durer.
quelques années avant, il a quand même instauré la paix de Dieu dans son diocèse, hein, donc bon, voilà. Donc il sert d'intermédiaire, on négocie et c'est, l'évêque de Verdun reconnaît Godefroy comme étant, le comte de Verdun en échange de Stenay et de Mouzon. Donc finalement, tous ses anciens ennemis, bah, se sont devenus plus ou moins ses amis au détriment de Mathilde. Voilà. Donc elle est un peu, voilà, c'est fini. Et donc en 1087, c'est le couronnement finalement, des efforts de Godefroy, qui va se voir, investi, du duché de Basse-Lotharingie à Aix-la-Chapelle par Henri IV. Voilà, donc il va avoir tout un travail après à refaire en tant que féodal, de refaire, on va dire, régner la paix et la justice sur ces terres. Parce que bon, toutes ces années de conflit, ça n'a pas vraiment aidé. En plus, le pouvoir du duc, a grandement diminué, hein. Donc il va, suivre l'exemple finalement de son grand-père et de son oncle, hein, de refaire régner la paix et la justice en Basse-Lotharingie, hein. Pour ça, il va monter une mini-chancellerie qui va tourner entre Bouillon et Stenay. C'est de là que seront envoyés ses actes, qui sont ornés d'un sceau qui dit Godefroy par la grâce de Dieu, duc et marquis. Je vous lis pas ça en ancien français. En plus, à Stenay et à Bouillon, on n'est pas trop loin de Verdun. Ça permet de surveiller un petit peu l'évêque avec lequel on a des rapports un petit peu tendus. Et pour rétablir le pouvoir, séculier qui est censé être garant de la paix et remplir sa fonction un peu de gouverneur militaire, il va rétablir le service d'ost en Basse-Lotharingie. Finalement les vassaux vont pas rechigner, hein, ils vont le suivre. Et juste après ça, on a un nouveau pape en 1088. Après le décès de Victor II, c'est un Français qui est élu pape, Eudes, évêque d'Ostie, qui va prendre le nom d'Urbain II. Et lui, c'est pareil, il a été conseiller de Grégoire VII, donc on a un retour de la réforme, hein. Assez rapidement, ça va poser problème, hein. Vous avez compris que l'empereur, il aimait pas trop cette réforme. Donc ça va pas s'arranger parce que Mathilde, vous vous rappelez de Mathilde? Elle a 40 ans. Elle va faire un mariage purement politique avec Welf de Bavière qui en a 17. Voilà. Donc Welf de Bavière, c'est lui qui a pris la tête, on va dire, des révoltes dans le Saint-Empire. Et Mathilde, bah, c'est l'autre pendant, mais du coup en Italie, qui fait tout ce qu'elle peut pour protéger le pape, etc. Et quand elle peut, finalement, taper sur l'empereur. Donc, ce mariage en 1089 déclenche en 1090 une nouvelle campagne de Henri IV sur l'Italie. Faut avouer, à mon avis, qu'il connaît le terrain maintenant, hein. Il va prendre toute la rive gauche du Pô en un seul an, en une seule année. Donc, entre 1090 et 1091, on va dire, il a conquis tout le haut de l'Italie et pendant ce temps-là, Urbain II est réfugié en Italie du Sud. En 1091, alors là, ça n'a pas forcément de rapport avec les révoltes, mais c'est le décès d'Henri de Liège, donc c'est un des, on va dire, des alliés de Godefroy, qui va bien lui manquer, et on va dire la charge est mise un petit peu aux enchères. Voilà, c'est celui qui donnera le plus de sous qui la récupérera. Et ce sera l'année d'après, un certain Hautebert qui aura bénéficié de soutien financier de certains ecclésiastiques, on va dire de petite vertu. Donc, pendant ce temps-là, Henri continue à guerroyer en Italie. En juin 1092, ça y est, il avance vers Rome. Il arrive même à coincer Mathilde à plusieurs reprises, hein, à Canossa et ailleurs, mais il n'arrive pas, en fait, à la faire prisonnière, ni à lui faire reconnaître l'antipape Clément III comme étant le pape légitime, hein. Pour elle, c'est plutôt mourir. Donc, le petit problème, c'est que
il finit par avoir un peu le revers de bâton, c'est le revers de médaille, hein. Après tant de conquêtes, il finit par perdre toutes les places fortes qu'il a réussi à conquérir sur 2 ans, les unes après les autres. Et en même temps, il apprend que son fils l'a trahi. Conrad, il s'est fait couronner roi d'Italie grâce à Mathilde et Welf. Bah, oups quoi, hein. Donc, faut vite aller régler ce problème-là, hein. Donc, il repart vers le haut de l'Italie, il va s'enfermer justement vers Pavie. Et l'année d'après, eh ben, il y a la formation une ligue lombarde entre Milan, Lodi, Crémone et Plaisance. Et cette ligue lombarde, avec Mathilde et Welf, eh ben, ils vont reprendre Rome et ça va permettre à Urbain II d'y retourner, enfin, voire même d'y entrer tout court, hein. Donc, en 1094, comme le pape a réussi à repousser Henri, hein, il en profite lors du concile d'Autun pour renouveler l'excommunication d'Henri IV. Et on voit, on va dire, Clément III qui perd beaucoup de pouvoir, hein, et justement, Urbain II va s'en servir dès 1095 pour comment dire, ouvrir le concile de Plaisance où il recevra des ambassadeurs bah, d'Espagne, de Constantinople, etc., où il va pouvoir statuer finalement sur les aides à apporter bah, aux catholiques d'Espagne bah, pour la Reconquista, aux ambassadeurs de Byzance qui veulent un petit peu d'aide justement contre les Turcs, qui contrôlent quasiment toute l'Asie mineure à l'époque, et aussi bah, pour statuer de la situation matrimoniale de Philippe Ier, roi de France, et de Henri IV. Alors Philippe Ier, il vit en concubinage, enfin en bigamie même, et Henri IV prostitue sa femme. Voilà, c'est donc bon, il y a des choses à redire là-dessus, hein. Pendant ce temps-là, Godefroy, bah, il a établi son pouvoir sur la Basse-Lotharingie et il met des bâtons dans les roues du nouvel évêque de Liège. Ce nouvel évêque qui a profité de son sacre pour mettre en place finalement ses soutiens financiers dans des abbayes, et bien sûr en ayant démis de leurs fonctions les abbés légitimes, donc qui sont fait expulser. Godefroy va condamner publiquement ses agissements, quitte à finalement ne pas du tout l'aider quand il se fait attaquer par des pillards ou quand ses hommes de troupes ont pillé une caravane destinée à l'évêque de Liège, hein. Pas vu, pas pris. Et Godefroy, en fait, va même faire un petit chantage à l'évêque de Liège. Il va, à l'occasion d'une demande d'aide militaire de l'évêque qui veut mettre fin aux exactions on va dire d'un repère de Soudard, ben, il dit à l'évêque: «Ah monseigneur, je suis tout prêt à vous aider, hein. On attaque le château demain. Par contre, j'ai un petit truc à vous demander en échange. Vous remettez en place les 2 abbés que vous avez démis de leurs fonctions.» Bon, bah, il grince des dents, mais finalement, il va dire: «Oui, bah, c'est bon, d'accord, on les remet.» Donc bon, voilà. Pour dire que on a souvent l'image du parfait chevalier chez Godefroy, c'était quand même un baron, un féodal de son temps, qui n'avait pas forcément de scrupules pour, défendre, ses biens. Parce que même s'il restait fidèle dans tous ses devoirs, que ce soit finalement envers Dieu, envers son suzerain, eh ben, des fois il était un peu, on va dire, il faisait pas les choses à moitié, quoi, hein. Quand il fallait soutenir l'empereur, il soutenait l'empereur, et puis après pour la croisade, ben, on le verra justement, il était complètement dans le projet. Donc justement, avec le concile de Plaisance, il y a cette demande d'aide, et au mois de novembre, il y a un deuxième concile à Clermont. À Clermont, le pape va renouveler finalement toutes les condamnations du nicolaïsme, de la simonie. Il va remettre en avant le célibat des prêtres et il va excommunier donc Philippe Ier, le roi de France, et Bertrade de Montfort. Et quelques jours après, justement, il va y avoir cet appel. Un appel non pas à la croisade, parce que le mot n'existait pas à l'époque, mais un appel à se croiser pour libérer Jérusalem et libérer les chrétiens finalement de Jérusalem, qui sont à l'époque persécutés
parce que c'est les Turcs seldjoukides qui ont pris un peu le contrôle de cette région et qui sont encore moins sympathiques que le califat de Bagdad qui avait le contrôle finalement de Jérusalem et de toute la Syrie et même de l'Asie mineure avant. Oui, comme ils sont convertis depuis moins longtemps à l'islam, ils ont un petit peu plus de zèle, donc c'est un petit peu plus fanatique. Voilà. Donc c'est un petit peu plus compliqué de faire des pèlerinages à Jérusalem à ce moment-là. Vaut mieux le faire avec une armée. C'est ce que feront par exemple le comte de Flandre, des évêques allemands quelques années avant. Donc le 27 novembre, Urbain II appelle finalement à se croiser. Le premier à se croiser, c'est Adhémar de Monteil qui sera le légat du pape, c'est-à-dire son représentant. Parce qu'il n'est pas question finalement de laisser le contrôle de cette expédition, de ce pèlerinage, parce que c'en est un, à, finalement à un baron. Parce qu'on les connaît et on sait que, on va dire, ça risque de dérailler. Le deuxième, c'est Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse. Un baron qui s'est déjà battu justement en Espagne contre les Maures. Donc, on va dire, il a un peu d'expérience. Et à ce moment-là, bah, Urbain II va faire le tour finalement des royaumes chrétiens pour enrôler finalement, convaincre des barons de se joindre à l'expédition, parce que c'est quand même une expédition qui vise à libérer Jérusalem. Donc, bah, le but, c'est pas juste d'y aller avec une musette, hein. Faut quand même une armée, parce que en face, il va y avoir de la résistance. Donc, il va falloir donner des garanties à ces pèlerins, à ces croisés, que leurs biens finalement seront encore là quand ils vont revenir, hein, notamment pour les nobles. Donc, sous peine d'excommunication, on ne peut pas attaquer les terres d'un croisé pendant qu'il est parti, par exemple. Et il y a aussi donc tout ce qui peut être pénitence et indulgence pour remettre les péchés et les fautes quand on part en croisade, donc en pèlerinage. C'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place finalement une trentaine d'années avant pour la Reconquista. On avait déjà commencé à proposer finalement des indulgences pour ceux qui partaient finalement aider les Espagnols. Et en Europe, c'est un véritable embrasement, hein. Il y a une réaction très enthousiaste vis-à-vis de tout cela, que ce soit chez les petites gens comme chez les grands barons. Alors les barons, ils décident de partir au mois d'août de l'année 1096, donc un petit peu moins d'un an après l'appel. Bah oui, hein, faut réunir de l'or, faut récupérer enfin, enrôler des troupes, et puis pour avoir de l'or, bah faut vendre des choses, s'assurer que ses affaires sont en ordre. Est-ce que finalement, du coup, la comtesse ou la duchesse vient avec ou pas? Parce que sinon, elle sera régente des terres pendant que le comte ou le duc est parti, et ainsi de suite. Enfin bref, il y a plein de choses à régler. Et on a finalement ce qu'on va appeler la croisade des pauvres gens, ou ce que Jacques Hers avait appelé les fous de Dieu, qui eux, bah, vont pas attendre, hein. On va avoir toute une foule qui va partir sur les routes, notamment avec Pierre l'Ermite et Gauthier sans avoir, et qui vont tout de suite se mettre en marche à travers l'Europe, notamment à travers le Saint-Empire, la Hongrie, la Bulgarie, jusqu'à Constantinople. Et sur tout le chemin, dès qu'ils vont arriver devant une grosse ville, par exemple devant Cologne, ils vont faire: «Ah, c'est déjà Jérusalem?» On leur dit quand ils arrivent: «Bah non, c'est pas Jérusalem». Et en fait, voilà, ils ont une certaine ignorance, ils sont pas du tout préparés, et ce qui fait qu'ils vont se livrer à un certain nombre d'exactions sur tout le chemin. Les Juifs de l'époque vont en faire les frais, même si les évêques des différents évêchés vont essayer de les protéger, même si la consigne de l'empereur c'est non, vous les laissez tranquilles, c'est pas touche. Mais bon, il y a des évêques qui ont failli se faire lyncher pour avoir essayé de protéger, donner asile aux Juifs dans la cathédrale, par exemple. Par exemple, Godefroy demandera de l'argent en échange de sa protection pour les Juifs. Ça permettra de financer son passage. Donc, derrière cette foule de pauvres gens, il y a plusieurs bandes de brigands qui les suivent. Sous prétexte de se croiser, eh bien, ils vont se livrer à tout un tas d'exactions à leur suite. Donc, quand ils arrivent en Hongrie, les Hongrois, ils vont pas réagir de façon compréhensive, hein. Ils vont les massacrer.
Voilà, ils vont massacrer les brigands, ils vont massacrer une partie de la croisade des pauvres gens qui, on va dire, avaient fait un peu trop de dégâts, hein, parce que comme ils n'avaient pas de ravitaillement, ils n'avaient rien prévu, et qu'ils n'avaient pas d'argent pour acheter du ravitaillement, bah, on passait assez vite au pillage. Et quand ils arrivent sous les murs de Constantinople, l'empereur est un peu horrifié, hein. Le Basileus, il se dit: «Oh là là, qu'est-ce que c'est?» Donc il les fait assez vite passer de l'autre côté du détroit, en Asie mineure, où ils se font massacrer par les Turcs. Voilà, en grande majorité. Voilà, donc pendant que ça se passe, bah, les barons préparent finalement leur expédition. Godefroy n'aura pas le plus gros contingent, ça ce sera celui justement de Raymond de Toulouse. Lui, il va partir de Bouillon, à travers le Saint-Empire, puis la Hongrie, et enfin la Bulgarie pour arriver à Constantinople. Il va partir le premier. Pour partir le premier, il a dû vendre une partie de ses terres. C'est-à-dire qu'il a vendu ses terres qui étaient rattachées à l'évêché de Verdun, le comté de Verdun et les terres attenantes, à l'évêque de Verdun, pour une très grosse somme, à tel point que l'évêque de Verdun s'est senti obligé de piller les églises et abbayes alentours pour payer la somme. Pareil pour l'évêque de Reims, et ensuite il va vendre à Réméré le château de Bouillon à l'évêque de Liège. Alors, à réméré, il faut le préciser, c'est-à-dire que vous vendez le château avec une clause de vente qui dit que vous pouvez racheter le château à votre tour sans intérêt. Oui, parce qu'il n'y a pas d'usure à l'époque, c'est pas bien. Donc, Godefroy vend son château de Bouillon à Réméré, un château qu'il a eu vraiment eu beaucoup de mal à conserver. Donc, il y a, en tout cas à ce moment-là, une volonté de revenir. C'est pas à partir pour ne pas revenir, même si il se sépare d'une grande partie de ses fiefs. Bon, bien sûr, il va aussi faire des dons à des abbayes, des églises, etc. Mais en fait, c'est pas vraiment des dons, parce que en contrepartie, après, généralement, il reçoit de l'argent. C'est pas une vente à proprement parler, mais on va dire, c'est présenté comme des donations à l'époque. Donc, quand Godefroy arrive en Hongrie, on est après justement le passage des brigands et de la croisade des pauvres gens. Le roi Coloman, il n'est pas très très motivé pour laisser passer une armée sur son territoire à ce moment-là. Donc Godefroy va lui envoyer une ambassade, parce qu'il a aussi entendu parler de croisés qui s'étaient fait massacrer. Donc les esprits s'échauffent, les croisés iraient bien tailler des croupières aux Hongrois, et les Hongrois, bah aussi quoi, hein. Je veux dire, tout le monde est prêt à se taper dessus. Donc Godefroy envoie son ambassade, et le roi lui dit, bon d'accord, finalement, je veux bien vous laisser passer. Par contre, il me faudra des otages pour garantir votre bonne conduite sur tout le trajet. Et à cette condition-là, je demanderai à mes sujets de vous fournir des vivres à un prix normal. On va pas gonfler les prix. Voilà. Et pendant ce temps-là, donc pour garantir le passage tranquille en Hongrie, Godefroy annonce à sa troupe que le premier qui pille un truc, bah, il l'exécute, quoi. Donc il n'y aura pas un seul dérapage en Hongrie. À la sortie de la Hongrie, avant d'entrer en Bulgarie, donc en terre d'empire de l'Empire de Constantinople, de l'Empire romain d'Orient, on récupère les otages. Et un petit peu après, bah, c'est là qu'il y aura un dérapage. Faut croire que bridé un petit peu trop longtemps, les croisés, bah, ils avaient besoin un moment d'un défouloir, ou alors il faisait chaud, on ne sait pas trop. Enfin, c'est un truc un peu spontané. Et ils vont faire le sac de Sélimbria, près d'Andrinople, à l'époque. Donc, en décembre 1096, l'ost de Godefroy arrive à Constantinople. C'est pas du tout non plus ce qu'attendait Alexis Comnène, hein, le Basileus, l'empereur de Constantinople. Lui, il voulait des mercenaires, hein. Il voulait juste des soldats, il demandait pas tout un tas de pèlerins avec femmes et enfants, hein. Oui, parce que les croisés, c'est croisés et eux, hein. Il y a tout le monde, hein. Il y a toute la famille qui part. Il y a des barons qui partent avec leurs femmes et leurs enfants, etc. D'autres non, mais voilà, après, on va dire, il y a vraiment tout le monde, hein. C'est tout un peuple qui arrive là-bas, à tel point que justement c'est la fille de l'empereur qui écrira là-dessus et qui dira la réalité était beaucoup plus grave et plus terrible que les bruits qui couraient, car c'était l'Occident tout entier qui émigrait en masse,
cheminaient par familles entières et marchaient sur l'Asie, traversant l'Europe d'un bout à l'autre. Ils arrivaient les uns à la suite des autres avec armes, chevaux et tout l'équipement militaire. Ces hommes avaient tant d'ardeur et d'élan que tous les chemins en furent couverts. Voilà, bon. Si on écoute ces textes-là, elle évalue l'ost de Godefroy à, attendez, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a quelque chose comme 70 000 fantassins et 10 000 cavaliers. Donc en soi, ça ne compterait même pas, on va dire, les pèlerins qui sont là en plus de l'ost. Donc on en arrive des fois à des chiffres comme, une fois que tous les quatre contingents sont arrivés, à plus de 300 000 croisés devant Constantinople. Bon, c'est un petit peu exagéré, hein, on est probablement, plutôt autour des 100 000, à cette époque-là, ce qui est quand même déjà énorme. Merci pour votre écoute, on se retrouve bientôt pour la troisième partie. Pensez à liker, partager et vous abonner. Merci, à bientôt.